Alors, les troubles du sommeil chez la personne âgée. Donc, avant que je commence le cours, ce qui est important de comprendre, c'est à les troubles du sommeil à la personne âgée ou là, généralement à n'importe quelle personne. Parce que déjà, durant la journée, on a un cycle normal, un cycle d'éveil, l'activité et la consommation d'énergie, etc. On a le repos durant le sommeil, oui, je fais le repos et la réparation de tout ce qui a été consommé durant la journée. Il y a un déséquilibre, je vais avoir des conséquences. À type 2, si je ne dors pas, je vais manger, je vais m'alimenter. Et ça va me donner des facteurs de risque cardiovasculaire. Si je ne dors pas, mon cœur il sera plus au repos. Je qu'on a la bradycardie et du coup, on va avoir un overwork. Mon cœur il va travailler plus que d'habitude. On n'aura pas la réparation et on aura l'énergie éteinte parce qu'on n'est pas en train de se reposer. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les troubles du sommeil de la personne âgée pour savoir comment réguler ça et donner une qualité de vie normale. Alors, on a l'introduction, un petit rappel physiologique, les stades du sommeil et le sommeil et l'âge, c'est quoi l'affection théo, les troubles du sommeil de la personne âgée, les troubles du sommeil et les comorbidités qui peuvent venir après, approche générale et prise en charge des personnes âgées souffrant de troubles du sommeil. Et la conclusion à la fin. Donc l'introduction, c'est que le sommeil joue un rôle important dans la santé des êtres vivants, comme on vient de l'expliquer. La privation du sommeil chez l'homme est associée à une altération des fonctions intellectuelles, donc de l'état général de perte de poids et peut même conduire à la mort. La veille alterne périodiquement avec l'état de sommeil en 24 heures. Il obéit au rythme circadien, c'est-à-dire qu'on est éveillé, et ben ça va activer nos centres pour aller dormir. Le terme circadien est d'origine de ces circa autour du jour. Donc cardien, c'est jour qui signifie littéralement le cycle environ d'un jour. Vue comportementale, la veille est caractérisée par une interaction normale du sujet avec son environnement. Et le sommeil, c'est une suspension de la conscience qui est partielle, périodique et réversible. C'est important à savoir les termes parce que c'est contrairement au comateux qui est total, non périodique et irréversible. Sous l'effet de stimulation suffisante. Donc, dès que il y a une stimulation suffisante, le patient il est censé être capable de se lever, de reprendre la conscience et que ça soit réversible. Voilà. Donc, la définition, c'est le sommeil définit un état neurocomportemental récurrent, réversible, suspension de la conscience avec une relative insensibilité aux stimuli extérieurs, accompagnée par une posture stéréotypée en décubitus, des yeux fermés, une absence d'activité volontaire et une diminution du tonus musculaire. Ce qui est important d'en savoir là, en gros, tu vas dormir, tu vas te mettre en décubitus. Et quand tu vas te mettre en décubitus, tu vas te relâcher. Donc, et le mental il va faire un repos. Et donc, tu vas commencer à passer vers des stades spécifiques. Le dreamland. Et avec le corps qui va carrément faire une paralysie pour éviter que tu agisses à le sommeil. D'accord? Et puis, avec une baisse les stimuli extérieurs. Donc, on aura généralement une réponse quand c'est un stimuli qui est assez fort et c'est récurrent, réversible avec suspension de la conscience. Comparativement aux autres états d'inconscience, il est réversible, comme on vient de le dire, réponse à une stimulation sensorielle suffisante. L'étude des différents stades de sommeil a commencé avec la découverte des activités électriques du cerveau par l'enregistrement EEG. Le sommeil est composé de plusieurs cycles, 4 à 6 cycles. Chaque cycle est d'environ 90 minutes. Faire le NREM et le REM, on va expliquer ça. Sur le plan clinique, on détermine le sujet s'endort facilement quand il le souhaite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un trouble du sommeil, c'est qu'il s'endort facilement quand il le souhaite, selon un rythme circadien normal, et il dort de façon continue, il maintient son sommeil pendant la nuit, ainsi que d'après la sensation de récupération le lendemain. Maintenant, j'arrive à dormir, j'arrive à maintenir mon sommeil durant la nuit, et qu'il note, je me dis, ah, j'ai bien dormi, je sens que j'ai de l'énergie de bon matin. Sur le plan électrophysiologique, on a la polysomnographie. Polysomnographie, en gros, c'est polysomnographie. C'est plusieurs graphes qu'on va faire pendant le sommeil. Il permet de décrire l'architecture du sommeil, y compris les grapho-éléments du sommeil. Les troubles du sommeil chez les personnes âgées constituent un problème majeur de santé publique. Et en effet, il y a un retentissement important, etc., etc. Donc dépression, troubles cardiovasculaires, troubles respiratoires et tout ce qui s'ensuit. Donc la polysomnographie, elle consiste à coupler à l'enregistrement EEG. Donc on a EEG واش نزيد معاه نزيد معاه électro-oculogramme باش نشوف le mouvement تاع les yeux. عندنا l'électrocardiogramme donc ندير un ECG. On va aussi mesurer le débit
ventilatoire. On va mesurer les différentes variations du volume thoraco-abdominal. Tout ce qui est respiratoire, ce sera aussi pour dépister le syndrome de l'apnée de sommeil. D'accord. On aura aussi d'autres choses qui sont en relation. Donc, la ceinture abdominale, l'oxymètre, EMG des membres inférieurs ou là des autres membres, position du corps, et un microphone pour voir les ronflements. C'est plusieurs choses qui peuvent carrément monitorer le sommeil et chercher des comorbidités associées. Pour les rappels physiologiques, les variations hormonales physiologiques durant le cycle veille-sommeil. Chez l'homme, il y a de nombreuses variables physiologiques telles que la sécrétion hormonale et le métabolisme énergétique, fonction immunitaire, température corporelle centrale et le cycle d'éveil-sommeil sont régulés par une horloge biologique située dans le noyau suprachasmatique. Bon, il y a trop de détails. En gros, ce que je vais expliquer, c'est que sur ce rythme de 24 heures, on a plusieurs synchronisateurs externes dont le cycle lumière-obscurité étant le plus important. Un synchronisateur externe ou le synchroniseur externe, c'est en gros un signal qui va te dire « va dormir ». D'accord. Par exemple, et c'est un signal qui me dit va dormir. Par exemple, ça va me dire va dormir. D'accord. Les synchroniseurs externes, quand il y a une perturbation, par exemple, j'utilise trop mon téléphone. Et bien, la lumière va dire à mon rythme et mon cerveau non, et ça va perturber mon sommeil. Ça, c'est un exemple. Dans les conditions normales, on a la prolactine, on a l'hormone de croissance, le cortisol et la TSH. En gros, la prolactine, normalement, le taux, il augmente pendant le sommeil qui va favoriser un repos réparateur chez les seniors. Une sécrétion perturbée de la prolactine va altérer la qualité de sommeil et réduire la récupération. Pour l'hormone de croissance, elle est sécrétée principalement pendant le sommeil profond. On va voir c'est quoi. Et elle participe aussi à la réparation des tissus et du métabolisme. Avec l'âge, la réduction du sommeil N3 entraîne une baisse de cette hormone, ce qui peut expliquer de moins en moins bonne récupération et fragilité. C'est quelque chose de naturel avec l'âge. Le cortisol, de bon matin, avec le cortisol, il piquer et ça va faire le réveil. La TSH, le taux il va augmenter normalement le soir pour préparer l'endormissement et les perturbations du sommeil profond chez les seniors peuvent dérégler la sécrétion et aggraver le sommeil ou là les déséquilibres thyroïdiens. D'accord, donc voilà, donc on a prolactine, ils vont dire exactement la même chose. Le niveau sont faibles pendant la nuit et élevé, plutôt faible pendant la journée, élevé pendant le sommeil, c'est pour la réparation cellulaire. L'hormone de croissance, elle présente une dépendance du rythme veille-sommeil avec le sommeil profond. Qui dit sommeil profond dit qu'il y a une hormone de croissance, dit qu'il y a une réparation. Le cortisol, il va faire un pic pour dire que c'est bon, c'est la fin du sommeil et on va débuter notre journée. La TSH, elle présente des taux faibles durant la journée et elle va augmenter durant le soir, puis culminer au moment du début de sommeil. Le sommeil, en particulièrement, le stade N3 semble exercer un effet inhibiteur sur la TSH. Bon, en gros, c'est pour comprendre qu'il y a plusieurs hormones qui sont le sommeil. Maintenant, on va passer au stade du sommeil. Donc, il faut savoir que on a awake ou on a sleep. Donc, awake, quand tu es éveillé, on a soit l'éveil qui est bien, soit l'éveil qui est fatigué. L'éveil qui est bien, on va alert. Donc, tu es vigilant, tu es alerté. Alors que tired, c'est tu es fatigué, tu t'apprêtes à dormir. Donc l'alerté, on a beta waves, on a des waves qui s'appellent bêta tout simplement. Je ne vais pas trop m'attarder sur la forme de waves parce que on n'en a pas besoin. Donc beta waves qui te connaît alert. On a tired, donc là c'est le stade اللي نعيطوا له wakefulness معناتها راك نايض مي راك رايح ترقد. إلا هنايا تولينا alpha waves donc تكون بيتا تولي alpha. ومن بعد ندخلوا في sleep عندنا non REM ou REM. واش معناتها non REM ou REM؟ non REM معناتها non rapid eye movement. Les yeux ne bougent pas de façon rapide. Flax تاعهم. Rapid eye movement c'est que les yeux عندهم l'action تاعهم elle est rapide. Flax تاعهم. OK. Non REM. Carrément, ils ont pris le N ou dans 3 stades, le N1, le N2, le N3. Ils ont remarqué que quand les sujets y regardent, et ben ils ont plusieurs fluctuations, ou les fluctuations à la le cycle. Donc le N1 c'est les theta waves, le N2 c'est les K complexes et les sleep spindles, on va les voir de K, et le N3 c'est les delta waves. D'accord, donc theta, K et sleep spindles, delta. Et le REM, ça va revenir au beta waves. C'est pour ça que le REM, le stade paradoxal. Parce que c'est paradoxal au fait que qui te connaît alert, tu as beta waves.
alors que là, tu es totalement asleep. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ok, on passe. Donc, si les conditions sont réunies, le train du sommeil démarre. Le sommeil a été scoré selon le rôle, selon l'American Academy of Sleep Medicine, selon stade W, les Ronaldo Wakefulness, c'est la veille. On a le stade N1, c'est le début du sommeil. Le stade NE, N2, c'est le sommeil lent et léger. Le stade N3, c'est le sommeil profond. On a le stade R, le paradoxal. D'accord. Le stade W, les wakefulness, on a des clignements des yeux. On a le rythme alpha, on a une bêta qui est awake, on va dire le rythme alpha. Le rythme alpha a une fréquence spécifique, donc c'est pas très important. Observez facilement chez le sujet éveillé, au repos, les yeux fermés. Le blocage du rythme alpha se produit lors de l'ouverture des yeux ou lors d'une activité mentale. Et c'est ça la différence entre alert, donc la night, tu comprends ce qui est en train de passer, et le stade W, win, malak, tu fais ce qui est en train de se passer. Donc tu fais une activité mentale, tu bloques le waves alpha ou tu as tous les bêta. On passe au N1. Le N1, c'est un ralentissement allégé dans la bande θ. La bande θ, ben, tout simplement, il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est carrément, un truc spécifique. On a quelques points vertex. Un point vertex, c'est une surélévation au centre. Avec les points vertex, d'accord, donc point vertex central, qui est des artefacts, des mouvements oculaires lents, qui l'œil va bouger un peu, et ben ça va avoir des artefacts au niveau de l'EEG. Voilà. Et des mouvements oculaires lents, on vient de l'expliquer. On va avec le stade N2. Le stade N2, le sommeil, il est lent, léger, et il est important. Le plus important du sommeil total chez l'adulte. En gros, il va passer beaucoup de temps. On aura des complexes K et un fuseau de sommeil. Ça ressemble à un ECG. D'accord? Donc, avec le complexe K, le EKG, et des fuseaux de sommeil. Donc, c'est carrément un petit fuseau comme ça qu'on va retrouver. Le stade N3, c'est le sommeil profond. On aura un ralentissement de les bandes, les ondes delta, et c'est des ondes qui sont très lentes. Donc, on va les retrouver durant le sommeil chez la plupart des gens. Elles sont caractérisées par des formes et des aspects très irréguliers. Elles sont utiles dans la détection des tumeurs ou des réactions cérébrales anormales. Parce qu'en gros, il y a des tumeurs qui me font des compressions sur des structures génératrice d'ondes lentes delta, et ben on va pas avoir le sommeil N3, ok. Mais là, le stade R, le rapid eye movement, les yeux ils bougent beaucoup, tout simplement parce que en gros le cerveau il a repris une activité sans que le corps il reprenne une activité, d'accord. Donc on a des ondes en dents de scie en région centrale. En dents de scie, c'est les scies, donc carrément les mouvements oculaires conjugués rapides et irréguliers. On va avoir un EMG. Le EMG, le menton ou la membres, qui est faible ou absent. Il n'y a pas d'activité. Mais on peut avoir de brefs bouffées de EMG sur un fond de faible activité tonique. En gros, c'est la réactivité au rêve. Parce que là, on va commencer à rêver. Le mental, il va commencer à créer une réalité. Et en gros, les brefs bouffées de EMG, c'est la réaction par rapport au rêve. Tu parles, tu fais une grimace, tu bouges ton membre un peu. Mais il reste que le cortex il est assez paralysé pour que tu fasses pas une action. C'est bon, on a fini. On a un cycle, c'est les 5 stades hadouma qui m'a bon voilà, c'est tout. Donc hamlik un petit résumé des choses ou hamlik le rythme circadien qui dit que c'est la nuit, je fais la mélatonine, c'est le jour qui est le cortisol il nous donne. D'accord? Donc voilà. On va passer au sommeil et l'âge. Donc le sommeil et l'âge, la quantité et la qualité du sommeil, ils vont changer. Chez les nouveau-nés, la durée totale de sommeil, elle est de 14 à 16 heures, alors que chez le sujet âgé, elle est de 6 à 7h30. L'adulte normal, c'est de 7 à 8h30. La quantité de sommeil nécessaire à chaque personne est généralement constante, bien qu'il y ait une grande variation entre les individus. Donc, chez la personne âgée, elle est de 6 à 7h30. Ils font généralement une sieste durant la journée d'environ 1 heure pour compenser. Qu'il y ait déjà une réduction de la durée totale du sommeil, une diminution de l'efficacité du sommeil, une latence d'endormissement qui est augmentée, une somnolence diurne excessive et des siestes diurnes plus fréquentes. En plus de ça, le sommeil il devient plus fragmenté et plus léger, il endort plusieurs fois durant la nuit, une réduction de la quantité du sommeil lent de stade 3 et 4, stade 3 surtout, on a le stade 4 parce que c'est une différente classification. Donc en gros, j'ai fait un petit truc là. Donc déjà, je me prépare à dormir, je vais perdre du temps.
C'est la latence avant l'endormissement. Quand je dors, je me réveille plusieurs fois. Donc, je note plusieurs fois durant la nuit. Et quand je me réveille soit trop tôt, ce qui est à risque de dépression, et je dors durant. Donc, je dors durant la journée. Et en tout et pour tout, je ne dors pas autant que l'azmlé. Donc, 6 à 7h30 par jour. D'accord? Donc, voilà, ça c'est particularité du sommeil et de l'âge. On passe maintenant aux troubles du sommeil, le sujet âgé. Alors, on dit la narcolepsie. Narcolepsie, c'est ce qu'on appelle une hypersomnie primaire. Il va dormir partout, tout le temps, sans qu'il le sache, avec cataplexie. D'accord? Donc, en gros, on dit واحد النeuropeptide اللي اسمها orexine et elle joue, c'est un neurotransmetteur clé pour le maintien de l'éveil durant la journée. Elle joue un rôle essentiel dans divers processus physiologiques. Qui تكون ناقصة, on va pas pouvoir maintenir un éveil. Et les personnes du coup ont des crises, c'est des crises de sommeil et des crises cataplexiques. Donc la cataplexie c'est voilà très rare. Donc, on a la somnolence diurne excessive et les cataplexies qui sont la perte de tonus musculaire avec des chutes qui sont déclenchées par les événements émotionnels. Donc, la personne, elle va dormir. La personne, elle va carrément se collapser devant toi. Alors, elle est très rare chez la personne âgée. La narcolepsie peut s'accompagner d'hallucinations, de paralysie du sommeil, les réveils nocturnes, les difficultés de concentration, dépression, anxiété et fatigue. Lorsque le diagnostic n'est pas évident, je vais faire la police sonographique et des tests itératifs de latence d'endormissement. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était pour la narcolepsie. Maintenant, le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil. Pour faire court, on a les signes cliniques cardinaux, c'est les ronflements, les arrêts respiratoires, les somnolences diurnes et l'obésité. Les signes mineurs, c'est l'asthénie, nicturie, céphalée matinale, réveil nocturne, baisse de libido. En gros, je vais avoir pas assez d'oxygène. L'oxygène, le cerveau taille. Qui m'écoute de l'oxygène, comment ça va s'expliquer? Parce que en gros, qui contient le relâchement, on va avoir relâchement de la musculature, mais aussi de la graisse. Elle a les voies supérieures et l'air, il va pas bien passer. Donc, je vais avoir des ronflements. En plus de ça, il y a des arrêts respiratoires qui est supérieur à 10 secondes. Donc, flamme, il chauffe plusieurs fois, il y a plus de 10 secondes d'arrêt respiratoire. Des somnolences diurnes, son sommeil n'est pas récupérateur et donc il va dormir bizarre durant la journée. Et l'obésité qui est une conséquence avec l'HTA et autre chose. Donc ça, c'était un petit résumé. Donc, se caractérise par l'arrêt complet de la respiration ou une respiration partielle ou réduite pendant le sommeil le plus souvent à cause d'une obstruction des voies aériennes supérieures. Un minimum de 10 secondes et se reproduit tout au long de la nuit entraînant des réveils répétés, une fragmentation du sommeil ainsi qu'une hypoxémie nocturne. Le ronflement, des apnées de sommeil et la somnolence diurne excessive sont les signes cliniques évocateurs. En plus de la somnolence diurne excessive, et les principales conséquences sont les troubles cognitifs associés, y compris une augmentation du risque d'accident de la route parce qu'il risque de dormir tellement il est fatigué, des conséquences cardiovasculaires chroniques, une hypertension, mais chez une hypotension nocturne, une hypertension qu'il peut avoir parce que c'est une hypoxie chronique, une pression chronique à les artères, une insuffisance coronaire et des troubles du rythme cardiaque. Il existe une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, notamment nocturne, surtout s'ils sont seuls, s'ils n'ont pas de partenaire, il a arrêté de respirer. Et le diagnostic est confirmé par la polysomnographie. On fait la polysomnographie, on voit pendant la nuit, il y a plusieurs arrêts respiratoires de 10 secondes. Après, il y a un rattrapement, ou un grand ronflement qui va faire exprimer que le patient, il ne respire pas bien. Le traitement, c'est la pression positive continue PPC. En gros, avec le patient, on a un dispositif respiratoire qui relâche l'électricité durant son sommeil, qui relâche bien son visage. Ou avec le dispositif, il va mettre de la pression continue. Avec le muscle ou avec la graisse qui font obstruction sur la voie respiratoire. Elle corrige les anomalies respiratoires nocturnes, les troubles attentionnels et restaure un éveil normal. Et son efficacité peut réduire la morbimortalité cardiovasculaire et actuellement bien établie. Alors, l'insomnie, en gros, elle représente un trouble du sommeil le plus fréquent chez le sujet âgé. On sait les sujets âgés ont des insomnies. C'est pour ça que une difficulté à initier le sommeil, une difficulté à maintenir le sommeil, des réveils matinaux précoces malgré les conditions adéquates de sommeil, un retentissement sur la vie quotidienne diurne avec une fréquence de 3 nuits ou plus par semaine durant 3 mois. D'accord? Donc, on a 3 nuits par semaine pendant 3 mois. Oui, c'est les mêmes effets le vieillissement qu'on a dit, mais ils sont exacerbés. Oui, il ne dort pas. D'accord? Donc, on ne peut pas initier le sommeil,
on a une difficulté à le maintenir, on a plusieurs réveils et surtout des réveils précoces et un retentissement sur la vie quotidienne. C'est le plus important, un retentissement sur la vie quotidienne, parce qu'il a tout ça, mais ça retentit pas, c'est toujours pas une insomnie. Alors, le diagnostic, il est posé cliniquement avec une anamnèse minutieuse et exclusion des autres troubles du sommeil, comme, donc on doit aussi enlever tout ce qui est troubles respiratoires du sommeil, c'est pour ça qu'on doit faire une polysomnographie. L'insomnie retentit non seulement sur la qualité du sommeil, mais également des conséquences diurnes comme la somnolence diurne excessive, l'irritabilité, l'humeur anxieuse et la dépression, parce qu'on a un manque de sommeil et de réparation. L'insomnie primaire est rare chez le sujet âgé, elle est surtout secondaire. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à dormir, soit médicamenteux, soit autre, qu'on va voir ici, les facteurs associés. Donc, c'est la dépression, par exemple. C'est les réveils précoces. On a le stress et l'anxiété, parce que le stress et l'anxiété, ils ont le cortisol. Corticoïdes aussi, ils ont le cortisol, et donc ça va provoquer l'éveil. On a les bêta-bloquants qui vont inhiber la mélatonine, et donc on aura des éveils. Les pathologies cardiovasculaires, c'est les douleurs dyspnées et arythmiques qui vont faire réveiller le patient durant la nuit. Respiratoires aussi, les douleurs chroniques, ils vont faire réveiller le patient durant la nuit. Les nicturies, c'est les fragmentations du sommeil, donc plusieurs fois une autre pour aller faire ses besoins. Et on a les bronchodilatateurs qui font des tachycardies et qui ont un effet stimulateur sur le système nerveux central, donc ils vont réveiller le patient durant la nuit. Le traitement de l'insomnie a 3 volets, qui est cognitif, comportemental et psycho-affectif. Le traitement non pharmacologique doit être entrepris en première attention, comprenant une éducation à une bonne hygiène de sommeil et une thérapie cognitive comportementale de l'insomnie semble améliorer considérablement les symptômes chez le patient âgé, parce que l'anxiété, la dépression qui est généralement concomitante à l'insomnie. Le traitement pharmacologique doit être prescrit avec beaucoup de prudence et préconisé en deuxième intention en raison des effets secondaires que peut engendrer le traitement au long cours, tels la dépendance, mauvaise tolérance, effet rebond, hallucination. Donc on évite de donner avec le traitement parce qu'il vous dit directement que c'est bon, je ne pas les traitements. Parmi les molécules les plus courantes, c'est les benzos, benzodiazépines ou apparentés aux benzos. Ils ont un effet hypnotique prédominant. Le zolipidem, le zélopron, les zopiclones sont les plus utilisés. Sinon, je peux donner carrément l'hormone du sommeil, il y a la mélatonine qui peut être utile, en particulier en cas de symptômes d'insomnie prédominants au début du sommeil. Les troubles moteurs qui sont liés au sommeil, c'est en gros les deux, ils sont en train de bouger leurs membres. C'est périodique et involontaire, l'autre c'est volontaire. Quand je dis volontaire, il a une envie impérieuse de bouger son membre. Donc, il est défini comme des sensations désagréables de non-repos d'un ou des deux membres, ressenties par le patient détendu, qui ne peuvent être soulagées que par le mouvement. Le diagnostic peut être fait par une question, carrément, et tu te détends. Est-ce que vous avez l'envie de bouger un membre? Avez-vous déjà ressenti des sensations désagréables de repos dans vos jambes qui peuvent être soulagées qu'en marchant ou là par le mouvement? Donc c'est un besoin impérieux, alors que le mouvement périodique des membres, MPM, c'est des mouvements qui sont involontaires. C'est un trouble qui est caractérisé par des mouvements répétitifs des jambes pendant le sommeil, généralement accompagnés d'éveil nocturne et d'une fragmentation du sommeil. C'est des secousses où les coups de pied se produisent généralement de 20 à 40 secondes et peuvent se reproduire plusieurs centaines de fois au cours de la nuit. Chaque secousse peut potentiellement provoquer un bref réveil. Donc tout simplement. Après, les agonistes dopaminergiques, on peut les donner pour les deux cas, que ce soit pour le syndrome des jambes sans repos ou le MPM. Ils sont efficaces à la fois pour réduire le nombre de mouvements et les réveils associés et sont donc considérés comme le traitement préféré pour les syndromes comportementaux. Le trouble comportemental en sommeil paradoxal, en gros, c'est le sleepwalking. En gros, c'est une parasomnie où il y a l'absence intermittente de l'atonie normale. Donc, la personne qui trqod et elle va rêver, elle va agir les rêves taha parce que le corps taha, il n'est pas en paralysie. Donc, des muscles squelettiques pendant le sommeil paradoxal associés à une activité motrice excessive pendant le rêve. Les patients peuvent marcher, parler, manger ou donner l'impression de réaliser leurs rêves, ce qui peut entraîner des mouvements violents, potentiellement dangereux pour eux et pour les partenaires au lit, voire les gens dehors, parce qu'ils peuvent carrément sortir de la maison. Bien que l'étiologie reste inconnue, il semble y avoir une forte association entre le trouble comportemental du sommeil paradoxal et les maladies neurologiques dégénératives, notamment les maladies de Parkinson, l'atrophie multisystémique et la démence des corps de Lévy.
Il n'existe pas de traitement spécifique pour ce type de trouble et les options pharmacologiques incluent le clonazepam et la mélatonine, tout simplement. Non, ça là. Les troubles du sommeil et comorbidités, tout ce qu'on vient de dire, ils peuvent avoir des comorbidités sur le corps, comme la dépression. Tout simplement, on ne dort pas assez, on a une dépression et c'est bidirectionnel. On a une dépression, on ne dort pas assez, elle est fréquente. Le patient âgé qui souffre, il est plus susceptible de développer des troubles de sommeil qui mènent à l'insomnie, représente un facteur de risque et un symptôme de dépression. C'est pour ça qu'on dit qu'il est bidirectionnel. Et les antidépresseurs sédatifs peuvent être préférés lorsque les deux conditions coexistent. Un antidépresseur. On donne la sédation en plus de ça pour pouvoir avoir le sommeil qui est réparateur. L'insuffisance cardiaque, les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque ont un sommeil qui est non réparateur, une latence d'endormissement et des réveils nocturnes précoces le matin, c'est probablement aussi bidirectionnel. Il a une insuffisance cardiaque, ça va faire qu'il va pas bien dormir et il ne dort pas bien, ça peut causer des insuffisances cardiaques. L'orthopnée, la dyspnée paroxystique nocturne peuvent provoquer les troubles du sommeil et le traitement optimal peut avoir un impact positif sur la qualité du sommeil. Les troubles respiratoires chroniques ont un impact négatif sur la qualité du sommeil. Les bronchopneumopathies chroniques obstructives, les BPCO et l'asthme peuvent tout simplement document your sleep. Et les relations entre les deux sont probablement aussi bidirectionnelles parce que on peut avoir le syndrome d'apnée du sommeil qui peut me donner des troubles respiratoires, on peut avoir des troubles respiratoires qui peuvent me donner des troubles du sommeil. Les symptômes nocturnes et les maladies respiratoires contribuent aux éveils et les dysfonctionnements du sommeil peuvent être exacerbés avec les TRC et inflammation. La prise en charge des troubles du sommeil chez ces patients doit inclure le traitement optimal des affections respiratoires sous-jacentes. Maintenant, la douleur chronique et l'insomnie sont étroitement associées. La relation est encore une fois probablement bidirectionnelle. Donc le traitement adéquat et efficace de la douleur a été associé à une meilleure qualité de sommeil. Il ne dort pas assez, il ressent plus sa douleur. Il ressent beaucoup sa douleur, il ne dort pas assez. La nicturie peut affecter considérablement le sommeil. Une personne est toujours toute la nuit pour aller faire ses besoins, elle ne va pas avoir un bon sommeil. Donc la gravité de la nicturie a été associée à une mauvaise qualité de sommeil et à une durée réduite du sommeil. Le sujet âgé, surtout les hommes, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, une hyperactivité primaire ou secondaire du détrusor et des pathologies associées à une altération de la contractilité vésicale. Il y a tout un cours qui parle que de ça, c'est les troubles vésico-sphinctériens. De plus, un diabète sucré ou insipide est associé à la nicturie. La prise en charge doit commencer par la détermination des mécanismes sous-jacents de la nicturie et son traitement adéquat. La maladie de Parkinson, les troubles du sommeil sont fréquemment observés dans les phases prodormiques de la maladie de Parkinson. Les troubles du sommeil sont probablement aussi multifactoriels liés à la dégénérescence, aux troubles du sommeil sous-jacent, aux symptômes de la MP, voire du traitement. Et le traitement des troubles du sommeil dans la MP est complexe. La démence, c'est aussi bidirectionnel, l'un cause l'autre, tout simplement. En effet, ces dernières années représentent à la fois un facteur de risque et un symptôme du syndrome neurocognitif. Les troubles du sommeil surviennent fréquemment dans la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Les médicaments, quand on prend certains médicaments, on peut avoir un effet néfaste sur le sommeil, surtout les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les antiépileptiques, les corticostéroïdes, les décongestionnants, les diurétiques font partie de nombreux médicaments qui sont associés à l'insomnie et les chutes. Les troubles du sommeil ont été associés aux chutes, cause majeure de morbimortalité chez les patients âgés. Cette association semble persister même après ajustement de l'utilisation d'hypnotiques et de médicaments psychotropes. Un risque accru de fracture de la hanche a également été observé chez les patients souffrant de troubles de sommeil. On a fini avec tout ce qui est comorbidité. L'approche générale et la prise en charge des personnes âgées qui souffrent des troubles du sommeil. Alors, comment on va faire maintenant ? Déjà, je dois évaluer la qualité du sommeil et une évaluation plus approfondie est justifiée. Ça fait partie de l'évaluation gériatrique complexe. Je vais faire un grand questionnaire sur les spécificités de son sommeil. Les patients âgés constituent un groupe hétérogène et peuvent souffrir de plusieurs troubles du sommeil, de comorbidités et d'autres facteurs affectant le sommeil. Donc, je dois tout prendre en considération. La détermination du type de problème de sommeil, des autres symptômes associés et des comorbidités, des médicaments, des facteurs psychosociaux, environnementaux sont des éléments clés de l'évaluation. Les informations particulières doivent être obtenues concernant tout ce qu'on a dit en haut. Les ronflements, mouvements anormaux, symptômes des jambes sans repos, la nicturie, médicaments, comorbidité, douleurs, symptômes psychologiques, circonstances sociales,
Donc, anxiété et dépression. Problème d'hygiène de sommeil comme la consommation de caféine ou d'autres substances routines. Exposition à la lumière. En outre, des examens physiques et des investigations ciblées peuvent être nécessaires, y compris la polysomnographie et la prise en charge non médicamenteuse. Elle est mieux que la médicamenteuse. Donc, la non médicamenteuse. Je dois avoir une bonne hygiène de sommeil et une psychoéducation des patients des entourages. Il a la caféine ou le teflin, la consommation les stimulants, je dois l'arrêter. Si vous êtes capable, augmentez votre niveau d'activité l'après-midi ou là au début de soirée. Pour d'ailleurs, on aura le système nerveux qui va se calmer, qui va voir il est en train de faire plus nuit et aller produire de la mélatonine pour s'endormir. Augmenter l'exposition à la lumière naturelle et à la lumière vive pendant la journée et en début de soirée. Évitez de faire la sieste, surtout après 14 heures. Limitez les siestes à une sieste de moins de 30 minutes. Vérifiez l'effet des médicaments sur le sommeil. Donc les médicaments que je suis en train de prendre, il faut voir, il y a un effet insomniant. Se coucher seulement quand on a sommeil. Donc à chaque fois qu'il y a une petite fatigue, on va dormir. Il faut vraiment avoir sommeil pour dormir. Maintenir une température confortable dans la chambre. Donc comme on dit, quand il fait froid, je dors. Quand il fait chaud, je me lève. Donc on a envie d'avoir un environnement propice pour dormir. Il faut mettre la chambre à froid un peu. La thérapie cognitive, c'est une tentative de restructuration cognitive, modifier les pensées inexactes ou inutiles concernant le sommeil. Quand il y a des gens qui disent et donc on va un peu aider les personnes à restructurer les pensées par rapport à ça. Quand il y a la thérapie comportementale, ça va être l'entraînement à la relaxation, au contrôle des stimuli et la restriction du sommeil favorise la relaxation et aide à établir des habitudes saines du sommeil. Une personne anxieuse ou la dépressive, elle va trop ruminer avant de dormir, elle va trop penser avant de dormir, donc il y aura des exercices de relaxation qui avec la pensée, et on va faire des exercices qui vont nous aider. Thérapie psycho-éducative, fournir des informations sur le lien entre la pensée, sentiment et comportement et le sommeil. La conclusion, c'est que les troubles du sommeil sont à la fois courants et complexes de la personne âgée. Leur prise en compte est un aspect important des soins holistiques et peuvent avoir un impact sur la qualité de vie, mortalité, les chutes et les risques de maladie. Et la prise en compte des troubles du sommeil, des comorbidités, des gestions des médicaments et des options non pharmacologiques ont un aspect important d'une approche multifactorielle dans ce groupe. Il faut savoir que, en gros, la conséquence, c'est que la fatigue zid, la somnolence zid, la productivité tonkos, la décompensation des maladies zid, et on peut avoir des troubles psychiatriques en plus de ça. Voilà, on a fini avec le cours. Vous trouverez le support sur le site de Mycidia.